Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, ouais. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 38e mur des légendes. Mur des légendes consacré à un gardien, à Daniel Subasic, donc un des derniers gardiens, le dernier gardien important de l'histoire de l'AS Monaco, puisque pour l'instant on attend encore son successeur, qui n'aura donc pas été Benjamin Lecomte, et qui ne devrait pas être Alexander Nubel, ni Quentin Majewski, voilà, au moins c'est placé aussi. En tout cas, Boris et Rome, eux, sont toujours présents, fidèles au rendez-vous pour parler de notre cher gardien croate. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, toujours aussi irremplaçable également ici. Ouais. Bonsoir. Ouais, toujours aussi difficile à remplacer que donc notre cher Daniel Subasic. Messieurs, alors pour une fois, c'est assez pratique, c'est quand même bien d'avoir une émission un peu de ce genre, un peu tranquillou, un peu pépouze, parce que du coup on n'a pas besoin de préparer grand chose, hein, honnêtement. les souvenirs, ils sont là, ils sont bien ancrés a priori, donc ça fait quand même plaisir. Et en plus, je peux même commencer par Rome, il a pas moins préparé que je peux commencer par ma petite question traditionnelle, messieurs. Si je vous dis Daniel Subasic, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? Moi, très mauvais souvenir, malheureusement, de ce gardien. Je suis resté sur une note très 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 négative. J'arriverai à remettre un peu de perspective quand même, hein, effectivement, en revenant sur sa carrière pendant l'émission. Mais moi, je suis parti vraiment. Je suis parti. C'est lui qui est parti. Mais on est parti en mauvais termes, lui et moi. Alors lui, il le sait pas, mais moi, je suis resté. Voilà, Il s'en fout surtout. Ouais, je pense qu'il s'en fout, mais. C'est un gardien que j'ai beaucoup respecté sans être un très grand fan dans ses bonnes saisons, mais vraiment que j'ai détesté. Sur la fin, c'est de cette génération-là, clairement le joueur qui m'a laissé le pire goût en bouche, après probablement un certain attaquant du Paris Saint-Germain, quoi. Ok, Dadou OSM. Bon bah alors, on sait déjà qu'il ne le met pas sur son mur. Là, ouais. Ça c'est fait. J'avoue que je m'attendais pas à une telle introduction de la part de Boris quand même. No spoil. Même sur Abidal, il l'avait pas attaqué aussi fort. Ouais. Donc là, c'est fou. C'est ça. Ah bah là, okay. Je me suis demandé, putain, en fait, pourquoi on fait l'émission. Damien m'a demandé s'il venait en premier à l'esprit, et là, je réponds honnêtement. Hein, ouais. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Justement, après, je vais essayer de prendre un peu de recul et de remettre en perspective pourquoi il mérite quand même une émission et pourquoi il n'est pas non plus complètement si loin que ça, et que c'est pas il a une place importante, hein, dans l'histoire de l'AS Monaco, mais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est presque une réaction épidermique, malheureusement. Ok. Rome, de ton côté. En fait, moi c'est bizarre parce que quand je me suis moi, c'est une action qui m'est revenue en tête, et pour le coup, c'est pas très positif non plus, parce que c'est son énorme couille au match aller contre Manchester City. Ce but assez improbable qui sonnait peut-être le début des emmerdes quand même avec Subasic. Hein. C'était encore que les prémices, parce que sa saison, elle reste quand même assez correcte. Hein. 2016-2017, on est champion, on a une excellente défense, c'est aussi parce qu'on a un bon gardien. Mais c'est vrai que du coup, moi, ça je m'en rappelle. Et par contre, en positif, ça va pas non plus l'être beaucoup pour lui, mais c'est sa finale de Coupe du Monde 2018, quoi. Ouais. C'est merci. Parce que bon, oui, après le but de Mbappé, quoi. C'est quand même très problématique de prendre un but comme ça en finale de Coupe du Monde, quoi. Après, le mystère reste entier sur savoir s'il était ou non blessé.
sur cette finale. Alors, il les avait amenés en finale, en tout cas. Ouais. Par contre, ça, on peut pas lui retirer, c'est qu'il les amène en finale. Hein. Il leur sort, je sais plus, au moins 2 séances de tir au but. Bah oui, ce qui oui, mais bon. Ça, c'est l'invariant de sa carrière, de toute façon. S'il y a un truc où il était bon, c'est vrai. C'est vrai, à Monaco, il a quand même fait des merveilles à ce niveau-là. Tandis que aujourd'hui on voit la différence où on sait qu'un penalty tiré est forcément un penalty qui finit au fond des filets, si tant est qu'il soit cadré bien sûr, mais a priori il n'y a pas trop de miracles à attendre de ce côté là. Quant à moi, c'est marrant parce qu'effectivement ce Rome, tu parlais de cette action face à Manchester City, c'est vrai que je l'ai encore bien ancré dans mon esprit, mais il y en a un quand même qui prend le pas, c'est son arrêt décisif sur Olivier Giroud face à Arsenal. En 2015, cet arrêt là qui claque à la fin de rencontre et qui aurait pu nous éliminer, en tout cas s'il n'avait pas fait, ça aurait pu faire un Monaco éliminé et Subasic qui sort un très gros match et cet arrêt un peu pour parachever son œuvre. Voilà, et puis un gardien au style bien sûr un peu improbable. On va parler de tout ça. Revenons d'abord, Boris, sur les débuts, puisque toi tu t'es beaucoup attardé jusqu'à présent sur la fin, mais revenons d'abord au début de Daniel Subasic. Il arrive en 2012, plus précisément en janvier 2012, et il fait partie du contingent de joueurs ramenés par Dimitri Ribolovlev et son encadrement pour remonter l'AS Monaco après avoir repris l'actionnariat majoritaire dans le club. Ouais, c'est le fameux mercato Smolensev, comme on pourrait l'appeler, le premier mercato de l'ère Ribolovlev, avec un Monaco qui est bon dernier de Ligue 2, 6 mois après avoir été relégué. Monaco à la rue, catastrophique, et qui va jeter ses forces sur le mercato pour renforcer l'équipe, qui va recruter quasiment une équipe complète, du gardien jusqu'à l'attaquant. Très peu dureront dans le temps. La bonne moitié va sûrement à peu près être utile sur cette saison et celle d'après pour la remontée. Ceux qui dureront dans le temps, il y en a 2, c'est Dirar et Subasic de ce mercato. C'est vraiment Subasic du coup qui va être finalement le meilleur coup, on va dire, de ce mercato-là. Un gardien qui est pas très connu à l'époque, qui est pas le gardien forcément titulaire de l'équipe de Croatie qui est dans le groupe, mais qui est encore barré à l'époque par un Pletikosa. Et un gardien qui est en difficulté, on va dire, dans son club du Hajduk Split, où il a perdu sa place depuis quelques temps. Donc voilà, bonne opportunité finalement pour tout le monde. Monaco en souffrance avec Carasso, Sourzak, Chabert. Voilà. On vous rappelle à l'époque, l'après-Ruffier est compliqué. Ouais. Et heureusement, Monaco qui, pour le coup, va trouver une valeur sûre pour cette deuxième partie de saison et puis pour quasiment 5-6 ans, même au-delà de ça. Un Chabert qui enchaîne qui était blessé, qui s'était gravement blessé en fait. Donc il n'avait pas joué il avait joué 5-6 matchs, pas plus, qui avait été suppléé par Johan Carasso, et on avait aussi eu Martin Sourzak, quelques rares occasions. Voilà, donc on voit donc l'arrivée d'un gardien finalement plutôt d'un bon oeil, sauf que finalement comme tu disais, ce gardien, on le connaît pas vraiment. On sait qu'il est numéro 2 en sélection croate, mais que il est quand même derrière un Pletikosa dont tu parlais, qui a 40 balais, donc on se dit bon quand même. Voilà. Si l'autre à 40 ans il est toujours devant, je sais pas si c'est vraiment très bon signe. Et rappelons, il me semble quand Subasic arrive, il est déjà relativement âgé, en tout cas c'est pas un gardien très jeune, c'est pas forcément un prospect, il a 27 ans si je dis pas de bêtises quand il arrive. Donc, il est en 84. Ouais. Voilà, donc on a l'impression que finalement c'est peut-être un gardien honnête. Pour un gardien c'est des années, on arrive dans le prime, mais c'est vrai que c'est un gardien qui a pas explosé non plus. Oui. C'est-à-dire il n'y a pas forcément un énorme potentiel. C'est ça, voilà, ou en tout cas il risque vite de plafonner. On a quand même un gardien qui finalement met un peu de temps aussi à trouver ses marques, je trouve. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti à l'époque. On sort de 2-3 saisons en Ligue 1 catastrophiques. Là, ça pouvait pas plus mal commencer en Ligue 2. Boris l'a dit, on est dernier. Donc oui, ce mercato, on l'attend tous. On sait qu'il nous faut absolument un gardien, même si on n'est pas particulièrement hypé par ce profil. De toute façon, il nous fallait un gardien.
Mais même les autres noms, hein, voilà, on le voit, les Dirar, les Kagelmarer, les Ibrahima Touré, il y a rien de très clinquant. D'un autre côté, c'est logique. Hein, quand tu es dernier de Ligue 2, c'est pas là où tu vas faire Falcao et Jérémy Toulalan. Hein, il y a quand même une certaine logique. Donc, ouais, honnêtement, pas trop de souvenirs réellement de ses performances lors de ces 6 premiers mois. Il y a quand même quelque chose de marquant, hein, Boris, sur cette saison-là, voilà. Et quelque part, c'est quelque chose qui est tellement rare dans l'histoire qu'on est obligé de s'en souvenir. Rare dans l'histoire, mais pas si rare à Monaco. Ouais, bah c'est vrai que il y a ce but à Boulogne qui a un peu disparu depuis, malheureusement, nos amis du Nord. Damien Périnel est toujours là avec nous pour nous rappeler cette épopée fabuleuse de Boulogne. Le trait d'union, ouais. C'est la dernière journée, il n'y a plus vraiment d'enjeu à Monaco, qui a presque espéré à un moment donné peut-être avoir une légère chance de jouer la montée, l'a abandonné quand même sur les 3-4 dernières journées et du coup ne joue plus rien. On doit être 7 ou 8e hein, sur cette toute fin de saison, et sur la dernière journée, Subasic va se taper un petit kiff. Hein. Il y a un coup franc bien placé à tirer et il va tout simplement le marquer, ce qui va lui faire une statistique de 100% de buts marqués sur coup franc. Qui est quand même relativement la meilleure, je pense, de l'histoire du club. C'est mieux que celle de Bosquilla, oui, je suis d'accord, je confirme. Ouais, c'est mieux que celle de Bosquilla, c'est mieux que celle de Golovin, c'est mieux que celle de Néné, de Jérôme Bretagne. Et voilà, c'est une anecdote qui restera toujours, hein, je pense, sur Subasic. C'est un des 2 gardiens buteurs de l'histoire du club, mais c'est une configuration assez marrante, hein, parce que le gardien buteur sur corner en fin de match, c'est rare, hein, mais ça se voit de temps en temps. Le gardien buteur spécialiste à la Chilavert ou Rogerio Ceni, ça c'est connu aussi sur les coups de pied arrêtés, mais lui, je sais pas, sur un one-shot, il a réussi à le faire, donc voilà, ça restera. Une anecdote assez rigolote concernant Daniel Subasic, et quelque chose qui restera quand même dans l'histoire à ce propos, parce que un gardien buteur, comme je le disais, c'est plutôt rare, et il en fait partie. La saison d'après, on est toujours donc en Ligue 2, sauf que forcément cette fois les ambitions ont changé, et Monaco doit remonter impérativement en Ligue 1, donc on continue un peu le recrutement assez important, hein, avec cette fois on va retrouver, donc on parlait de Nabil Dirar, on parlait aussi de Andrea Raggi, qui sont des Ocampos. C'est plutôt Ocampos, ouais, à ce moment-là. Ouais, Dirar, il arrivait avec lui. Hein. Ouais, je crois que Rivière, Ocampos. Je crois que Dirar est le plus cher, le transfert le plus cher quand il arrive, et dans la foulée, il est battu par Ocampos, il me semble, en Ligue 2, oui. Hein, je parle. Mais voilà, 13 millions au Campos. Ouais, mais voilà, du coup, il y a forcément de grosses attentes. Il y a un effectif qui apparaît un peu clairement surdimensionné, même si on se demande ce que fait Karl Medjani là-dedans. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Jacob Poulsen. Ouais, pour la Ligue 2, Medjani, ça faisait le travail. Hein. Voilà. Alors, pour être honnête, je trouvais qu'Andrea Raggi pour la Ligue 2, ça faisait pas trop le travail aussi. Hein, ça... ouais. S'il faut, on aurait gardé Medjani. Ndinga, sur lequel on avait quand même quelques espoirs. Et non. Et ben non. Et puis non. Et ben non. Voilà. Donc, mais en tout cas, un Subasic qui lui est confirmé, qui continue à son poste. Bon, la saison est bonne évidemment pour Monaco, même si elle est assez serrée, hein, quand même, parce qu'une équipe comme Nantes, notamment, est assez coriace. Je sais pas si c'est. Est-ce que c'est pas Angers qui monte aussi dans ces années-là, ou peut-être un petit peu plus tard, qui est en tout cas pas mal à l'affût, hein, dans le top 5. Je sais plus trop exactement. Mais voilà, en tout cas, il y a quand même du monde, hein, dans cette... Non, c'est Guingamp, pardon. Angers était effectivement 5e, mais c'était Guingamp qui monte avec Monaco et Nantes. 6 et 7 points d'avance, ouais. Voilà, mais avec une différence. Il y a un vrai matelas, ouais. Voilà, qui s'est fait vraiment sur le 4e. Ouais, mais qui s'est fait surtout sur la fin, véritablement aussi,
pour décider du titre, puisqu'il a fallu quand même attendre assez tardivement pour que Monaco soit assuré de ce titre. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire, bon, tout va bien à ce moment-là pour Subasic, mais ce qui est assez marquant pour lui, en tout cas ce qui va être assez récurrent pour lui dans son histoire avec l'ASM, c'est que dès qu'on remonte en Ligue 1, Boris, on va douter tout simplement de Subasic. Alors les supporters peut-être vont douter, mais on sent surtout que les doutes proviennent de l'état-major monégasque, des dirigeants, parce que Subasic c'est pas assez clinquant, parce qu'on a d'autres ambitions, parce qu'on a fait Falcao, Rames, Moutinho, Carvalho, Abidal, et que on aimerait bien avoir un bon gardien, notamment un certain Victor Valdés. Et ça c'est assez récurrent finalement dans l'histoire de Subasic avec Monaco. Ouais, en tout cas, je pense sur les 2 premières saisons, peut-être de Ligue 1, qui vont lui être nécessaires pour vraiment affirmer sa place. C'est vrai qu'on remonte, et quand on remonte, c'est pas le seul. Il y a quasiment, en fait, tous les joueurs de Ligue 2 vont être soit laissés sur le côté, soit vraiment relégués dans la hiérarchie. Monaco remonte, et pas pour faire de la figuration, c'est le mercato le plus ambitieux de l'histoire du club, parce que c'est un mercato qui est encore avant le revirement un petit peu plus tard sur des joueurs un peu plus jeunes, un peu plus dans une optique de trading. Là on est vraiment sur de la grosse star alors il y en a une énorme, c'est Falcao, mais même aller chercher un joueur comme Moutinho, c'est pas forcément dans une optique de revente. Des tauliers comme Toulalan, Abidal, Carvalho, grosse jeune star comme Rames. Donc c'est un mercato XXL clairement, et des joueurs de Ligue 2 et même parmi les très bons comme Touré, comme Savelas font directement les frais et sont absolument pas conservés. D'autres arrivent à conserver une place dans le groupe sans être forcément dans les gros titulaires comme Obadi, comme Radji. Et clairement Subasic, comme Dirard, Ocampos, Germain, et Subasic est clairement plutôt il n'a pas forcément montré en Ligue 2 que c'était le calibre de très grands gardiens qui avait le niveau Ligue des Champions, je pense, auquel on aspire à ce moment-là. Et il y a ce vrai dossier qui est proche de se faire avec Victor Valdés, qui arrive en bout de piste, en fin de contrat au FC Barcelone. Gardien atypique lui aussi, mais quand même avec un léger CV à ce moment-là. Et alors je sais plus exactement, mais qui se fait les croisés, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec Paris. Il y a un vrai beau what if à faire aussi. Là. À chaque émission, une émission sur 2, on s'en trouve un à faire. Faut les noter pour les futures séries. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et c'est vrai que là aussi, il y aurait un sacré what if à faire, parce que je crois que le contrat était déjà prêt. Il manquait plus que, entre guillemets, la visite médicale, pour ainsi dire. Et c'est vrai qu'il y a sur la carte de membre. Voilà. Et sans quoi on aurait eu un Victor Valdés qui pour le coup était quand même alors certes comme tu disais il avait quand même ce beau CV, mais qui était quand même pas non plus le gardien le plus rassurant, surtout les derniers temps. Je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de cagades avec le Barça, donc c'était pas qui avait une image un petit peu particulière, mais quand même. Ouais, en tout cas moi c'est vrai que c'était pas exactement, en tout cas si on avait envie d'aller chercher du nom, du lourd, c'est vrai que Victor Valdés c'était pas c'est un gardien que j'aimais bien, attention, mais sur ces dernières saisons, en tout cas ces saisons-là, c'était pas vraiment le type sur lequel j'avais vraiment envie qu'on se penche, parce que il y avait quand même, je trouvais, un certain déclin. Mais voilà, en tout cas, passer du Barça à Monaco, c'est forcément qu'il y avait déjà amorcé. Oui, même si un petit déclin, ça pourrait ressembler à un degré moindre, je pense, au coup qu'on a fait avec Abidal et Carvalho. C'est le coup un petit peu malin d'un joueur d'expérience en fin de contrat, à qui tu files un bon petit salaire, mais où lui était quand même, je sais plus, mais la saison d'avant, je pense qu'il était encore titulaire quand même oui, bien sûr. Au Barça. Donc voilà, c'était quand même encore un certain niveau. Mais bon, voilà, en tout cas, du coup, Subasic qui garde bon gré mal gré du coup sa place de titulaire. On se rappelle quand même, il y avait une ambiance un petit peu, tout le monde avait un peu les miquettes. Avant cette première saison en Ligue 1, c'était notamment Dirard qui avait fait une interview sur SM Foot et qui avait dit, alors c'était en off, mais qu'il avait dit que tout le monde était en train de flipper sur les mecs de Ligue 2, parce que ils savaient absolument pas s'ils allaient rester. Ils s'attendaient tous à se voir à débarrasser le plancher
du jour au lendemain. Bon, lui est resté, Subasic finalement aussi, mais il se voit quand même affubler Rome d'un concurrent, et pas des moindres, quoi. Ouais, pas des moindres. Après, c'est quand même un CV bien inférieur à celui de Valdés, mais malgré tout, ouais, on lui met un certain Sergio Romero dans les pattes, gardien de la sélection argentine, qui sera de ces fameux gardiens à être finaliste de Coupe du Monde et passer à Monaco. Mais au final, il vient de la Sampdoria. Ouais, voilà, c'est ça. Il est prêté par la Sampdoria lors de cette saison 13-14. Après, il n'a pas un CV énorme, hein, parce que c'était saison à la Z Alkmaar. Là, il est à la Sampdoria. Il est gardien. Oui, il a une grosse carrière en Argentine. Il est quasiment au 100 caps. À l'époque, il devait être à peu près à la moitié, du coup, vu que ces 100 caps s'échelonnent entre 2009 et 2008 et 2018. Pardon. Mais Subasic va rester titulaire, en fait, de début à la fin. Et en fait, à aucun moment de la saison, il va vraiment être réellement mis en concurrence, en fait, par Romero. J'ai pas souvenir de Romero titulaire Haute Park en coupe. Non, bien sûr, mais c'est vrai que on entendait toujours un petit peu ce terme de numéro 1 bis pour parler de Romero cette saison-là, pour parler de Stekelenburg en plus sur les saisons suivantes. Voilà, c'était jamais un numéro 1 franc, en tout cas pour Subasic. T'avais le recours prêt si ça se passait mal, quoi. Ouais, c'était sur le papier, sur ce qu'on te vendait, mais dans les faits, je vois qu'il joue 3 matchs de Ligue 1, Romero, pour 9 en tout. Donc, il y en a 5 en coupe. Donc, il joue toute la Coupe de France, ok. Mais ouais, non, Suba, il est jamais mis réellement en concurrence. Limite un peu comme un Nubel cette année, par exemple, avec un Majeki, par exemple. Il n'y a pas réellement de concurrence. Ranieri, même si c'est vendu comme ça, on va lui mettre un bon gardien dans les pattes, peut-être pour le faire se bouger. Très certainement, de ce qui est vu à l'entraînement, ça donne pas forcément l'envie de mettre Romero. Et puis ensuite, Subasic, il fait une super saison quand même, cette saison de 2013-2014. Elle est déjà très bonne. C'est celle d'après qui est encore un ton au-dessus. Ouais. Donc il n'y a aucune raison en fait de le sortir du but, à part de se dire on va mettre un nom pour mettre un nom, quoi. Tu parles effectivement de cette saison 2014-2015, c'est peut-être sa meilleure saison, peut-être en tout cas, c'est mon ressenti en tout cas. On le rappelle, Monaco qui cette saison-là, il me semble, finit meilleure défense, donc c'était la première saison de Jardim, hein, on le rappelle, au départ, début de saison c'était un peu les portes ouvertes. Et puis d'un seul coup, la défense et l'équipe, le collectif qui devient presque imperméable, je crois. On encaisse 26 buts cette saison-là, ce qui est très très peu. Enfin, en tout cas, il y a une série de 8 matchs, je crois, d'invincibilité. Et il y a effectivement... C'était pas le record, mais qui était une des bonnes... Absolument, très bonne série de l'histoire. Il était monté à 842 minutes d'invincibilité en Ligue 1, ce qui le plaçait 7e. Dans le classement à l'époque, donc des gardiens invincibles en Ligue 1. À titre de comparaison, du coup il s'était approché du record de Jean-Luc Ettori de 92-93 qui était monté à 899, mais encore un petit peu loin de Gaëtan Huard et Daniel Subasic, du coup alors qu'Alexander Nubel a un record de 27 minutes sans but encaissé, hein, depuis qu'il est à l'AS Monaco. Sa meilleure série. Nous n'en dirons pas plus. Mais en tout cas, d'ailleurs cette saison-là... Hâte de faire le mur des légendes sur Nubel dans 5-6 ans, vraiment les malins. Et en 2014-2015, il y a aussi un record d'invincibilité en Europe pour Subasic, hein. Il avait battu Claudio Bravo, donc, qui était le gardien du FC Barcelone, puisque c'est à ce moment-là 756 minutes, c'était mieux que les 755 de Bravo. Donc mine de rien, c'était pas une performance uniquement importante à l'échelle nationale, mais qui avait un certain retentissement à l'échelle européenne. J'en parlais de ce souvenir, c'est cet arrêt, ce sauvetage et ce gros match d'une manière générale face à Arsenal en 2014, en 2015, en 8e de finale. La saison suivante, je continue de la trouver très bonne. C'est le collectif, pour le coup, qui est quand même beaucoup plus apathique et beaucoup plus
compliqué pour aller de l'avant, mais je trouve que en plusieurs occasions, Subasic nous sauve véritablement plusieurs matchs. Donc je trouve qu'il continue d'avoir un très haut niveau. Et puis effectivement, Rome, tu parlais de sa saison 2016-2017, saison où il est quand même à un bon niveau, hein, attention. Il est d'ailleurs, même si c'est peut-être pas sa meilleure saison, élu meilleur gardien de Ligue 1. Alors là, il profite plus aussi de l'emballement autour de l'équipe d'une manière globale. Mais quand même, voilà, il y avait quand même une saison assez solide, mais on sentait, t'avais raison, par moments un peu de fébrilité. Ouais, pas forcément en championnat, en tout cas j'en ai pas forcément souvenir. Il encaisse 31 buts, alors on en inscrit 107, donc forcément ça a moins d'importance, mais donc 31 c'est autant qu'en 2013-2014, c'est que 5 de plus. Par contre quand même on en prend 50 en 2015-2016. Là c'est beaucoup quand même, hein. C'est même énorme, hein. Je me rappelle de matchs fous avec des 3-3, avec des 4-4 contre Guingamp, des 6-1. Oui, c'est vrai que celui-là, c'est vrai qu'il tâche un peu la feuille là, sur la fin de saison, on va pas se mentir. Donc, mais oui, individuellement, c'était pas si mauvais que ça. Maintenant, évidemment, un gardien, il est toujours aidé aussi par une bonne défense devant lui, ça c'est une évidence. Donc, en 2016-2017... Ok, Will Buxton. Merci. Non, mais parce qu'en 2016-2017, la défense, elle est tout simplement refaite de A à Z, puisque Jemerson était déjà là depuis 6 mois, mais il n'avait pas ou peu joué. Et après, les 3 autres, c'est 3 recrues. Et très clairement, il est derrière une défense très solide. Il encaisse que 31 buts, alors que l'équipe est quand même assez offensive. Donc, c'est beaucoup mieux au final que les 26 de 2014-2015, hein, dans l'absolu, dans la manière de jouer du club et de se découvrir. Donc, ouais, sa saison est bonne. En Ligue des Champions, sa saison est bonne aussi. Il y a quand même plusieurs bonnes rencontres. C'est vrai qu'il y a cette énorme boulette contre City, mais au final, dont on se rappelle parce qu'elle est là, parce qu'elle existe, mais au final, elle n'aura pas d'importance sur la qualification. Son match retour est plutôt pas mal contre City, où on est quand même archi dominé. Et il y a un Radji dont on se rappelle tous, mais lui aussi sort plusieurs arrêts décisifs avant de se faire battre, mais dans un but vide. Enfin, une frappe mal repoussée, comme dirait Boris, repoussée dans l'axe, hein, comme Nubel. Mais donc voilà, quoi. Non, ça... C'est encore un très bon Subasic. Il y a eu quelques conneries, mais comme ça peut arriver à tous les gardiens, le problème, c'est quand les conneries... le temps entre les conneries se rapproche, ouais. Et c'est ce qui va commencer à se passer un peu plus sur la saison 2017-2018, où là, même si la saison collective n'est pas catastrophique, encore une fois, parce qu'on a réussi à garder certains éléments, même si on en a perdu, on en a gardé. Le club plaisait pas à tout le monde cette année-là, c'est une évidence, mais la saison en championnat est loin d'être catastrophique. Et puis il y aura cette dernière saison, mi-saison en plus, avec blessure. C'est pas tout à fait la dernière, hein, parce qu'il y a celle de 2019-2020 où le compte arrive et où il est doublure. Mais effectivement, voilà, il y a... Hein ? Oui, mais moi, pour moi, la dernière, c'est 2018-2019. Oui, dans les faits, effectivement. Tu vois ce que je veux dire ? Non, bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, pour revenir 2017-2018, il y a déjà, il commence déjà à y avoir quelques absences. Et 18-19, bah là, c'était le Daniel Subasic que Boris a détesté. C'était le Daniel Subasic où on disait, bah pareil, comme beaucoup... Déjà 18, hein, moi j'ai vrillé... Sur certains matchs, après sur certains matchs, il sauvait encore quand même. C'est l'époque où Sedouci le remplace des fois et on se dit il est pas plus mal. c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est ce qu'on disait, c'était avec Subasic, c'était un tir un but. Et puis on s'est rendu compte que en 2019-2020 sur Monaco-Lyon, bah, avec le compte, c'était un tir un but aussi le premier match. Donc on s'est dit bah finalement c'était normal. Moi, je me souviens ce but là de Mariano Diaz où il se fait blesser, où il fait semblant de se Mariano blesser. Diaz. Ouais, il fait semblant. il finit dans le but, il finit dans le filet, il sort blessé. Ouais. C'est douce, il rentre et fait une très bonne. J'ai commencé à vriller complet sur Subasic, tu vois pas. Et là, c'était le début de la fin, clairement. Ouais.
Mais ouais, saison C'est comme un grand-père 18-19, qui a Alzheimer. Là, quoi. saison 18-19 complètement à oublier parce que même Benaglio est régulièrement blessé. Enfin, la situation au niveau des gardiens à l'AS Monaco est assez cauchemardesque entre Subasic qui ne met plus un pied devant l'autre, qui est tout le temps blessé aussi, Benaglio qui est blessé, qui se blesse même en descendant de l'avion. On se retrouve donc à jouer avec Setoussi. Enfin, voilà, c'est une catastrophe. La saison est catastrophique. Et la saison est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Il n'y a qu'un joueur qui tient tout, et dont on parlera dans pas longtemps. Oui, Gelson Martins, quand il a. Mais c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est exactement à lui, back of France. Oui, non, mais c'est clair que cette saison. On en parlera dans pas longtemps, la prochaine Gazette Mercato, quand il aura signé. Ouais. On fera un combiné Gazette Mur des légendes pour Gelson Martins. Ouais. Ça serait pas mal. Et puis voilà, il finit sa carrière monégasque sur un match de Coupe de la Ligue, donc en 2019-2020. Voilà. Compétition qu'il a assez peu joué, hein. En tout cas la Coupe de France, un match seulement dans toute sa carrière à Monaco, 8 matchs seulement en Coupe de la Ligue, hein, c'est pas beaucoup, mais bon voilà. Il a beaucoup fait les parcours quand même là. Il y a une année où il est titulaire et. 2016-2017. Ouais, voilà. c'est lui qui joue. Ouais. Celle d'après, je sais plus. Normal, il joue au moins la finale, hein, je crois, celle contre le PSG. Hein. Je sais pas s'il joue toute la compète, mais. Non, il joue que 2 matchs. Il joue à partir de la demi, je crois. Non, il joue 4 matchs. 4 matchs. En 2016-2017. C'est 17-18 où on fait finale de Coupe de la Ligue et il joue les deux. Ah, mais moi je parlais de la finale de l'an d'avant en fait, parce qu'on fait 2 finales de suite du coup. Oui. Mais il y a Mais Coupe de France, on y joue pas. En 16-17, le gardien numéro 2, tu parlais de Papy Alzheimer, pour le coup, c'est celui qu'on avait. Quoi, donc, là, on lui a pas mis un gros concurrent dans les pattes. Ouais. Là, cette année, non. Non, là, ce coup-ci, c'était pas le plus gros concurrent. Ouais. Non. Mais voilà, donc effectivement. Il va offrir une prolongation à Chambly. Le parcours de Subasic qui se termine en eau de boudin, malheureusement. Un gardien, je disais tout à l'heure aussi, au style pas très académique, voilà, mais qui avait quand même une certaine efficacité. Alors, plutôt agile sur sa ligne. On sait que Subasic, il aimait bien montrer son chat sur les réseaux sociaux, Vini, le petit chat, petite mascotte. Et c'est vrai qu'on comparait un petit peu son agilité à un félin sur sa ligne. Par contre, c'était plus dans le jeu aérien, Boris, où il y avait plus de difficultés à sortir et à s'imposer. Sur le cachalot, là, ouais. Ça a toujours été plutôt un point faible et ça a été même par période une angoisse totale, hein, sur tous les coups de pied arrêtés, sur les centres. Il était vraiment pas à l'aise, au point qu'à des moments, il sortait même plus. Et c'était franchement handicapant, hein. C'était son plus gros point faible. C'était pas un gardien particulièrement intéressant balle au pied, mais j'ai pas non plus souvenir de grosses bévues de ce côté-là. Ouais, plutôt un gardien bon sur la ligne, et on l'esquissait un peu tout à l'heure, très fort dans un registre spécifique et particulier qui était celui du penalty. Ouais, effectivement. Pour le coup, à chaque fois qu'il y avait un penalty pour nous, on avait quand même un véritable espoir, hein, parce qu'il en a arrêté plus d'un tiers au final à l'AS Monaco. Je pense que dans l'histoire du championnat de France, c'est un des meilleurs gardiens sur l'exercice. Il en arrête 19 dans sa carrière, en tout cas recensé. 14. Moi j'en avais 13 à Monaco. Ah bah j'en ai 14. 13 sur 33, moi j'avais noté. Alors moi j'ai 14 sur 32 du coup. Peut-être un penalty repris en 2 temps qui fait peut-être bugger un peu les statistiques. Mais toujours est-il que voilà, c'est quand même un... Et notamment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment un arrêt sur Wissam Ben Yedder quand il jouait à Toulouse en 2015. 2016, Wissam Ben Yedder quand même qui est pas le plus maladroit dans l'exercice. Ben Yedder, Depay, Lacazette, quelques tireurs. Voilà, et on s'en rappelle, donc on parlait de Coupe du Monde, des séances de tir au but où il s'était avéré quand même très décisif pour permettre à la Croatie d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà. Il n'arrêtera pas de penalty. Mais non. Il arrête 4 tirs au but avec la Croatie et ils sont que 3 dans l'histoire à avoir fait. Alors tu me diras, c'est une stat à la con parce ça veut dire qu'il faut quand même avoir subi beaucoup de tirs au but. Il faut avoir fait à peu près au moins 2 séances. Ou avoir participé à la séance de Égypte-Sénégal. Ouais. Oui, il y avait Schumacher, hein, notamment dans les. Schumacher
Schumacher, un gardien argentin qui était aussi les deux autres. Quoi, Ouais, en général, les Schumacher sont toujours très hauts dans les classements. Sachant que Schumacher n'aurait pas dû faire cette séance de tir au but, mais nous reviendrons pas sur ça. Ouais, on salue Patrick Battiston. En tout cas, les statistiques de Daniel Subasic, donc qui a quand même pesé assez lourd à l'AS Monaco. 9 saisons, alors en tout cas il a participé à 9 saisons, il les a pas faites dans l'intégralité, la première à moitié, la dernière un seul match, 292 matchs, ce qui est donc le même total que Emmanuel Petit, avec un but, donc on en parlait. Le même total que Myron Boadou. Oui, et que Youssouf Fofana. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Youssouf Fofana. Oui. Et de Christian Dalger sans la Ligue 2. Non, c'est pas vrai. Ça le met 11e, si je dis pas de bêtises, le joueur le plus capé de l'histoire. Oui, je crois qu'ils sont 11e avec Zeko avec Petit. Deuxième gardien derrière Ettori, forcément, et devant Hernandez. Et devant Flavio Roma aussi, puisque Flavio Roma est aussi dans les 240 de ce zoo-là, je crois. Et troisième plus capé en Europe, j'avais noté aussi. Derrière Ettori Puel, forcément. Absolument. Et avec Fabinho et Raggi. 38 100 plus que Barthez, je crois que c'est 192, Fabien. Ouais. 38 matchs de Coupe d'Europe. Ouais, voilà, on se rappelle, c'est toute cette période où finalement Monaco va accumuler les matchs européens. On a joué qu'à 38. Et on joue des barrages en plus, et souvent. Plus les barrages. Des barrages, des demi, un quart. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal de matchs et effectivement toute cette génération-là va jouer un paquet de matchs. On parlait de Subasic, mais il y a aussi des Raggi, des Fabinho, des Moutinho, des gens comme ça qui ont pareil des chiffres Diarra. Très élevés en Europe, des Diarra aussi. Voilà. Là où il a effectivement un petit peu moins, c'est sur les coupes nationales, on en a parlé, mais c'est normal, on mettait principalement le gardien réserviste à ce moment-là. Et puis 2 trophées, le premier donc avec la Ligue 2, et oui, il y avait un vrai trophée à la fin. Ah, pour le coup, oui, pour ça c'est déjà plus un vrai trophée. Oui, mieux ou moins bien que le trophée des champions? Ouais, mieux. Pour moi, mieux, parce que ça récompense toute une saison. Arrêtez votre match à la con qui joue au mois d'août. En plus, tu sais jamais là où ça joue. À Shenzhen. Et il n'en a joué qu'un sur les 2 d'ailleurs de trophée des champions, puisque celui d'après sera disputé par Benaglio. On a pris 4-0 face à l'académie du PSG. Il joue celui où face à on mène un 0 au Maroc. Il y en a au Maroc, il y en a à Shenzhen, je sais plus. Ouais, c'est au Maroc si on perd 2-1. Et puis ce but de Daniel Alves avec un mur placé à 12 mètres, on s'en rappelle. Bon, bref. Voilà, en tout cas, Daniel Subasic qui a pas mal pesé donc à l'AS Monaco, et on va donc découvrir maintenant pour savoir si Daniel Subasic est sur le mur des légendes de l'AS Monaco. Alors je vais vous surprendre. Alors Boris va vous surprendre puisqu'il ne l'a pas mis. Mais je ne l'ai pas mis, contrairement à ce que vous pouviez espérer depuis quelques minutes, c'est non. Je l'ai pas mis non plus, mais moi je suis pas surpris évidemment que tu ne l'aies pas mis, mais moi je suis plutôt surpris que Damien l'ait mis. Ben oui, je l'ai mis, je le place avant Flavio Roma dans l'histoire des gardiens de l'AS Monaco. Ça, à la limite, pourquoi pas. Moi aussi, mais Roma n'était pas sur le mur, donc. Voilà. Non, c'est vrai. Mais je trouve il en fallait un. Il y avait Bernardo Silva donc dans la génération de 2017. Complété par Daniel Subasic. Oui, parce que je trouve qu'il y a une vraie sympathie globalement. Alors, ça a mal tourné sur la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même une vraie sympathie pour le joueur aussi, quand même. La sympathie, elle est pas évidente pour tout le monde. Là, je vois que... Elle n'est pas dans la communauté, je pense que clairement, c'est un des joueurs les plus... Il y a eu un vrai shitstorm. Ça c'est très très mal fini, mais probablement exagéré, mais j'ai rarement vu un joueur de ce niveau qui a joué à un tel niveau avec nous prendre aussi cher dans la vue sur la fin. Mais continuer quand même de jouer d'un soutien chez les supporters, les locaux.
Mais ouais, mais c'est surtout la fin qui ruine vraiment le parcours, hein, je pense. Mais on se rappelle, voilà, Camille Glick était complètement adulé presque sur sa première saison, et pareil, lui aussi, il a pris des tornades de merde assez importantes quand ça a commencé à aller mal, quoi. Donc bon, est-ce que tout ça est bien intéressant? Bon, je pense que peut-être aussi le temps permettra aussi de juger à sa juste valeur ce qu'a apporté Daniel Subasic à l'ASM. En tout cas, moi, je trouve, voilà, j'avais envie de le mettre parce qu'il y avait aussi l'idée d'une belle petite histoire quand même de continuité avec la remontée du club en Ligue 1, d'un joueur qui nous avait rejoint donc en Ligue 2, qui ressemblait, qui a priori ne ressemblait pas à un grand joueur, ou qui ne devait pas forcément être aussi impactant et durer aussi longtemps à l'ASM. Malgré toute la concurrence et malgré toutes les volontés de mettre un gardien de grand standing à sa place, bah voilà, il a toujours fait le travail, et surtout ce que j'ai noté, c'est qu'il a énormément progressé à l'AS Monaco, avant de très vite régresser aussi, c'est vrai, mais il a énormément progressé à l'AS Monaco. On l'a dit, voilà, il a quand même eu une série d'invincibilité assez importante. Il a noué une vraie belle relation aussi avec Dédé Amitrano. D'ailleurs, on se rappelle, hein, il était sorti de sa réserve pour le défendre quand on avait annoncé à Amitrano que son contrat c'était finito pour lui. Voilà, donc il avait quand même permis la réintégration d'Amitrano. Donc voilà, c'est un joueur qui a pesé, qui a été quand même un leader, voilà, avec toute la compagnie Ligue 2 des Radji et des Dirar. Donc c'était aussi une période assez voilà, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai beaucoup aimé, et voilà, c'est peut-être pour toutes ces raisons-là que j'avais envie de mettre Daniel Subasic sur le mur. Non, mais on est d'accord. De toute façon, encore une fois, s'il a son émission, c'est que c'est un joueur important de l'histoire du club. Top 5 gardien, vous placez où vous voulez. Il est clairement, les 2 premières places sont intouchables. Après, vous le mettez 3, 4 ou 5 avec Hernandez et Roma. Bon, chacun fait comme il veut. Mais donc, il est forcément important, mais non, c'est trop court pour être sur un mur. Encore une fois, de 20, 25 noms. Encore une fois, dans mon cas, déjà deux gardiens. Personnellement, j'aurais tendance limite à mettre plus Hernandez s'il fallait en mettre un troisième. On fera pas d'émission sur Hernandez aussi parce que les joueurs des années 60, on en a quand même fait un petit paquet, et puis on va pas tous les mettre non plus parce qu'évidemment qu'ils ont fait quelque chose de grand, mais il y a quand même aussi certains niveaux entre eux. Donc ouais, non, pour moi c'est un peu court pour aller sur le mur. C'est un joueur du club important. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que pour l'instant on cherche toujours à le remplacer, mais aussi vu que ça se termine mal, t'as pas la même sensation que d'autres joueurs que t'as pas remplacés, parce que eux par contre quand ils sont partis, ça se passait bien. Donc Subasic, au final, quand il est toujours au club, on l'a déjà dit. Sa dernière saison où il joue, il est là la moitié du temps, c'est Benalio, mais qui fait pas vraiment la maille. Après la deuxième saison, le compte arrive, il est toujours là, mais c'est sa doublure. Là, Nubel, on verra. Pour l'instant, c'est pas bon, mais on verra. C'est pas bon, c'est insuffisant. On pourra noter 2 choses, c'est que clairement Monaco a été le prime, hein, dans la carrière de Subasic, le moment où il a pu aussi... c'est comme Nick Peba, hein, c'est son club. Voilà, où il a pu aussi prendre cette dimension internationale quand même, parce que quand il a succédé à Pleticosa, il était à Monaco. C'est un joueur qui est parti déjà dans les tuyaux. Oui, il était déjà doublure de Pleticosa. Personnellement, j'ai pas d'autres gardiens croates là qui me viennent en tête. Hein. Mais bon, enfin bon, il y a quand même une chose intéressante, c'est que c'est vrai, on l'a dit, Monaco c'est son prime. Il n'y a pas de transfert puisqu'il part libre finalement de l'ASM en 2020. D'ailleurs, on attend toujours quand même le petit hommage, hein, de la part de l'ASM pour. Il était censé donner un coup d'envoi. Bon, on attend encore avec Radji. Radji attend, ça c'est sûr. Radji attend. Oui. Lui, Subasic est plus discret, et en parlant de discrétion, voilà, et c'est vrai que c'est pas non plus quelqu'un qui s'est beaucoup répandu dans la presse quand ça allait pas non plus. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a toujours été discret, qui
s'est un peu réfugié dans le travail quand ça allait mal, mais voilà, qui a toujours je pense qu'il a toujours montré beaucoup d'affection quand même à l'ASM et au club et de respect. Donc voilà, c'est vrai que ça c'était quand même plutôt appréciable, mais bon. Voilà, effectivement, il avait tendance à bloquer les supporters sur Twitter, ça c'est vrai. Alors, franchement, si j'étais joueur de foot, je pense que je serais le premier à faire ça aussi. T'es déjà pas sur Twitter aujourd'hui. Bah oui, Oui, mais pour le coup, t'es obligé. Il y en a d'autres qui sont pas sur Twitter pour d'autres raisons. Mais ouais, moi je l'ai pas mis. Honnêtement, je l'ai attaqué bille en tête, l'ami Subasic, mais sur le début de l'émission, vous m'avez trouvé peut-être un petit peu sévère, mais c'est pas la plus grosse composante qui fait que je l'ai pas mis sur le mur. Ça a joué un petit peu quand même parce que voilà, il m'a laissé un mauvais goût, et moi je trouve que sur cette saison 2019 où c'est vraiment parti en steak, le leader il était plus là, on l'a pas vu, au-delà de performances défaillantes, et il était nulle part, contrairement à un autre vrai leader pour le coup, qu'on fera bientôt en émission, qui lui avait des problèmes aussi physiques, qui a pas toujours pu nous aider cette saison-là, mais qui a quand même fait le maximum et qui nous a pas mal sorti de la merde. C'était pas le cas. Subasic, je le voyais plus dans le clan de ceux qui se cherchaient des excuses, qui se plaignaient qu'on était trop dur avec eux, qu'il fallait pas avoir la mémoire courte. Voilà, la team Jardim, la team Glick, tout cela, j'en ai beaucoup voulu sur cette saison où on avait un peu d'autres problèmes non, cela dit, il a un peu raison quand même aussi. Pour moi, il y a des gens qui ont plus cherché à défendre leur réputation que le club à ce moment-là, et ça, je l'ai un peu en travers. Au-delà de ça, c'est quand même une minorité du parcours de Subasic à Monaco qui est quand même globalement très bon, qui est pour moi meilleur que celui de Roma objectivement, parce qu'il y a un titre, mais parce que je pense qu'il y a plus de constance sur plusieurs saisons. Il y a quand même 4 saisons de vrai bon niveau individuel et collectif pour lui. Donc voilà, c'est un gardien vraiment marquant, important de l'histoire de l'AS Monaco. Un peu juste, je trouve, dans le style, dans le niveau, pour moi, individuel du garçon pour être vraiment sur le mur. Mais c'était un garçon qui méritait clairement son émission et qui n'est pas scandaleux si des gens votent pour lui, clairement, avec une conception un peu plus élargie. Les auditeurs, en tout cas, l'avaient mis à 55,6%. Sur le mur, donc voilà. Ouais, il a pas de critères faibles finalement. Il a au moins 3 sur quasiment tous les critères qu'on a. Je veux dire, il répond un petit peu partout. Oui, d'ailleurs, on a exactement mis tous les mêmes notes. 3 en niveau, 4 en longévité, 3 en palmarès et legacy. On est parfaitement raccord à ce niveau-là. Il y a juste moi qui fais une petite différence à la fin sur le final cut. mais on est complètement raccord sur les notations. Oui, parce que Boris, il a mis une colonne tête à claque et c'est la différence. Moi, j'ai saqué sur la legacy, clairement. Après, je vois que vous en avez tenu compte aussi a priori, donc vous avez mis 3, c'est pas... Oh non. Après... ça, pour le coup, la Legacy, on s'en rendra compte plus tard. Je suis pas sûr qu'elle sera folle. Le mur, du coup, donc toujours Anderson en tant que dernier entrant. Pour rappel, la semaine dernière, on avait refusé l'entrée à Victor Ikpeba. Boris l'avait qui s'en est plein depuis. Ouais. Prochain rendez-vous, du coup, ce sera un joueur allemand. Alors, personnellement, un joueur allemand que j'ai adoré. Mes premiers émois footballistiques en France, c'était Djorkaeff et Barthez. Mais en même temps, parce que c'était aussi la Coupe du Monde 98, il y en avait 2 côté allemand. Ça s'appelait Jürgen Klinsmann et Oliver Bierhoff. On va parler de Jürgen Klinsmann du coup pour l'émission. Oui, j'ai eu peur, si on parlait du deuxième, on était. Ouais, alors là, ce sera plus pour à côté de l'émission. Ouais, ça sera plus pour l'autre mur. Et nous allons donc parler d'Oliver Bierhoff. Ce sera plus pour le muret là, du terrain vague. Le mur des chiottes. Voilà. Les chiottes de la gare, la Géco. Voilà. Donc. Non, Klinsmann, oui, bien sûr. Voilà, Jürgen Klinsmann au programme pour le mur des légendes numéro 39. Entre-temps, Monaco jouera vendredi en match avancé donc, contre Rennes, déplacement à Rennes, et donc voilà.
On est en match avancé, c'est parce qu'on joue le jeudi d'après. Ah non, pardon. Ah non. Ah bah non, ça marche pas du coup. Et c'est peut-être pour Rennes, pour le coup. Ah, pour elle. Non plus. Non plus. Ah bah non, merde, ils sont éliminés aussi, putain, c'est vrai. Ah mais j'avais zappé, pour le coup, qui s'était fait sortir. Ouais. Là, ils ont fait une épopée. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas pareil. Ils ont sorti Mais c'était Vitesse leur Arnhem deuxième. et Tottenham. Mais ça... C'était leur deuxième épopée européenne. C'est beau. Bah bon, est-ce qu'on peut vraiment se foutre de leur gueule? On va finir à 10 points derrière. Voilà. Je suis pas sûr. Donc, Jürgen Klinsmann au programme pour le Mur des légendes numéro 39. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Rome et merci Boris. À bientôt et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.